Bonjour, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? oui, je suis Zanté Nestor, je suis étudiant, je fais ma thèse en sociologie à l'Université de Ouagadougou. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'insurrection populaire qui a eu lieu le 30 et 31 octobre à Ouagadougou Oui, et dans le reste du pays? je peux vraiment en parler parce qu'on était aussi dedans, de plein pied si on peut le dire ainsi, parce que on ne dit pas qu'on est des organisateurs de l'insurrection, mais on a participé normalement à tout ce qu'on appelle activité pour l'insurrection qui a commencé d'abord le 28. Quand on a commencé, c'était la grève de tout le monde. Mais avant le 28, le 27 soir, il y avait déjà la marche des femmes que les femmes ont organisée, qui a eu un grand succès. Et donc déjà, l'appel a été lancé. C'est ça, nous, on a dit que c'est nos mamans qui ont commencé. Parce qu'elles sont sorties, elles ont beaucoup marché. Et tous ceux qui avaient peur de sortir le 28 pour dire, bon, ils ne sont pas d'accord, on finit par dire, ouais, si les femmes l'ont fait, pourquoi pas les hommes? Et donc le 28, tous les hommes qui sont conscients, tous ceux qui savaient, tous ceux qui étaient jeunes et qui savaient qu'en fait l'avenir avait commencé à basculer pour beaucoup de jeunes, sont sortis et c'était le début. Et sinon, c'était la fin du pouvoir de Blaise Compaoré à partir déjà du 28. Et donc le 28, il y a eu la grande manifestation. Et à notre grande surprise, c'était le soir, on suivait le journal télévisé. Et on dit, ouais, c'était une marche où il n'y a eu que des enfants. On dit, bon, ouais, il n'y a eu que des enfants. Bon, ça veut dire que nous autres, on était des enfants. Comme si, en réalité, on n'était pas conscient de ce qu'on est sorti dire. Parce qu'à un moment donné, on te dit, oui, bon, on n'est pas d'accord pour un Sénat, on n'est pas d'accord pour un référendum. Tout le monde le sait. Le référendum, ce n'était pas bon pour nous. On le savait. Après quelques quoi, tu avais 28 ans au pouvoir, 28 années, tu n'as pas réglé quelque chose, c'est pas encore maintenant que tu vas régler. Et puis on savait que le pays était géré par une minorité et vraiment qui détenait tout, le pouvoir économique et même, je dirais, le pouvoir culturel, parce que vous voyez, ils avaient une même issue sur l'ensemble des éléments au Burkina Faso et on était là, on était au milieu et ça n'allait pas. Et donc, après le 28, il y a eu qu'on a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va commencer le 30, le 31. Normalement, le 30, c'était le référendum. Ce qui a beaucoup plus énervé les uns et les autres, c'est parce qu'on dit simplement, ok, tous les députés vont aller dormir au niveau de Azalaï, l'hôtel Indépendance, juste à côté de l'Assemblée nationale. Pour qu'on ne les empêche pas de venir voter. On dit, bon voilà, les députés qui vont déserter leur cours pour aller rester dans l'hôtel et après aller voter quelque chose pour le peuple, c'est quand même bizarre. Et ce qui était plus grave, c'est qu'on avait payé ces gens-là pour le faire. Ouais, on te dit, bon, ouais, tu es député, tu es là pour parler au nom du peuple, on te donne de l'argent pour que tu n'aies pas peur de voter. Même malgré ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'allaient vraiment peut-être pas voter. Et donc, ça a interpellé toutes les consciences et on a dit, bon, voilà, des gens qu'on a votés, qui sont là juste pour nous représenter, qui se permettent de prendre 5 millions, d'aller dormir au niveau de l'hôtel Azalaï, manger ce qu'ils veulent, boire ce qu'ils veulent, pendant qu'il y a une minorité, une majorité de la population qui était en train encore de croupir dans une misère, dans une faim qu'on ne peut même pas expliquer au niveau des villages. Parce que je me dis que c'est l'électorat de ces députés, c'est les campagnes. Et dans les campagnes, on ne mangeait pas, on ne dormait même pas. Des gens qui ne savaient même pas qu'ils peuvent... il existe des gens au Burkina qui peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas à manger ou qui peuvent mourir parce qu'ils ne peuvent pas payer quelques comprimés de paracétamol. Et bon, contrairement à tout ça, on donne 5 millions à des gens pour une nuit à l'hôtel, bien manger, bien dormir et aller voter pour un projet fallacieux qui n'avait pas de fondement politique réel. Parce que tout simplement, un certain nombre d'individus, ils ont envie de rester au pouvoir jusqu'à la fin de leur vie. Bon, ça a interpellé tout le monde. Et les uns et les autres sont sortis le 30. Personne n'a pensé que Blaise Compaoré allait quitter le pouvoir. Nous tous, personne, on n'était même pas sortis pour ça. On est sortis juste pour dire, faites attention, on n'est pas d'accord. Et donc, il y avait vraiment cette pression. Et ce qui a fait que même ça débordait réellement, c'était sans doute parce qu'on a fait des tirs de sommation. Vous voyez,
Les gens, ils étaient énervés déjà parce que c'était impensable, c'était inadmissible qu'on dise cela. Et quand on a fait les tirs de sommation, j'étais un peu à l'écart. Il y a une femme qui a dit « Ah, ils sont en train de tuer nos enfants ». C'est ce que j'ai entendu. J'ai dit « Ah bon, on est en train de tuer vos enfants, oui ». Et de partout, on voyait des femmes, des hommes, tu vois, ils sortaient de partout. Et chacun avait fermé sa maison. Et tout le monde se dirigeait maintenant vers le centre-ville. En fait, on était sûr qu'on venait pour finir avec les choses. Et quand les militaires ont commencé sans doute à replier maintenant, on a dit « Ah ok, bon voilà ». Donc on y va, on est devant. Et bon voilà, on a pris l'Assemblée nationale, ça a débordé, ça brûlait par-ci, par-là. C'est vrai que la logique de départ, c'était pas ça. La logique de départ, c'était d'empêcher le référendum. Et donc, d'empêcher le vote même des députés ce jour-là, le 30. Oui, c'était ce qu'on devait faire le 30. C'était pas pour faire quoi que ce soit. Et ce qui a énervé les gens, et l'Assemblée nationale a pris feu, c'est parce que tout simplement, les députés se sont entêtés de rentrer même et de dire oui, on va voter parce que tout était prêt. J'ai des amis qui travaillent là-bas à l'Assemblée nationale qui ont dit oui, tout est prêt. Il fallait juste qu'on commence et puis c'est fini. Heureusement que la population, le peuple conscient, ils sont rentrés en action et on a pu gérer et il n'y avait pas eu de problème. Et maintenant, ce qui était mauvais, c'est mauvais à mon sens, mais peut-être bien pour certains, c'est parce qu'en fait, on donne de l'argent à des gens pour dormir à l'hôtel Indépendance. On dit, bon, si l'hôtel Indépendance, s'ils acceptent que des députés dorment chez eux pour aller voter pour n'importe quoi, ah ouais, ben c'est qu'ils font partie de ceux-là qui sont en train de vouloir tuer le peuple. Donc on a commencé, les gens ont commencé à piller. Au départ, c'était non, ne pillez rien. Prenez ce que vous voulez seulement, buvez, c'était surtout l'alcool, buvez, mangez et rentrez chez vous. Et bon, naturellement, les gens, ils ont pris, c'est sous le coup de l'énervement, le feu rentrait partout. Et tout ce qui était, en tout cas, avec le pouvoir en place, les vrais dignitaires du pouvoir de Compaoré, ils ont vu les maisons brûler à Ouaga, ici comme partout. Et à Dédougou, il y en a eu, à Koudougou, à Waïgouya, partout, même à Fada. De partout, en fait, les jeunes s'étaient révoltés et ils ont dit non, on ne veut plus, c'est bon. Et là, le slogan, c'était plus on ne veut plus de référendum, le slogan, c'était Blaise dégage. Tout ce que les gens voulaient maintenant, c'est que Blaise rentre chez lui à la maison. C'est tout. Parce qu'on avait vraiment marre de voir une jeunesse sacrifiée, l'avenir totalement hypothéqué. Et on est là, on n'avance pas. Les gens deviennent riches. C'était des grosses caisses qui circulaient partout. Et pendant ce temps, nous, on est assis et on dit oui, ça va aller. Voilà, l'avenir, ça va aller seulement. Voilà, on avait vraiment marre de ça et ça débordait vraiment. Donc au-delà du départ du chef de l'État, Blaise Compaoré, qui est resté quasiment 28 ans au pouvoir, les gens, le peuple burkinabé, apparemment a d'autres revendications. Revendications d'une justice, oui. Revendications d'une égalité sociale, revendications d'une amélioration des conditions de vie, du niveau de vie des habitants, notamment dans les campagnes. Toi qui as fait des études de sociologie, est-ce que tu peux nous parler un peu de tous les problèmes en fait, qui minent le Burkina aujourd'hui ? Oui, en fait, le pouvoir de Compaoré est arrivé à un moment où c'était grave. Déjà, il est arrivé avec l'assassinat de Thomas Sankara. Donc, c'était un pouvoir de sang. J'aime bien l'expression pouvoir de sang parce que c'est dans le sang qu'il a pris son pouvoir. Et donc, tout le long de son règne au Burkina Faso, c'était vraiment le sang qui coulait. Et on a des grands types, Norbert Zongo, Dabo Boukari, David Ouedraogo. C'est des gens qui, quand même, se sont vus exécutés par un pouvoir qui n'était pas ça. Donc, ça déjà, ça minait un peu. On tue des gens. Il n'y a pas de justice. Ouais. En fait, on était comme des poulets. Et un matin, on peut se lever, on te sacrifie. Et la vie continue. Personne ne va en parler. Et là, c'était déjà grave. Et donc, il y avait cette soif de la justice. On voulait tous, tout le monde était pour qu'on rétablisse cette justice sociale. Qu'on dise oui, voilà, qui a tué Thomas Sankara, qui a tué Norbert Zongo, qui a tué Dabo Boukari. Et qu'on nous dise oui, voilà, par exemple, Dabo Boukari, aujourd'hui, il est où? Un étudiant, son papa, il le met à l'école pendant, je ne sais pas, jusqu'en 7e année médecine. Et monsieur, il est tout courageux parce qu'il est en train de voir son pouvoir particulier. Il dit, bon, enlevez-le. C'est facile, quoi. Donc, il y avait ce problème-là qui était là. Et ensuite, c'était l'inégalité sociale. Vous voyez, il y avait des gens qui étaient extrêmement riches et il y avait des gens qui étaient extrêmement pauvres.
Les pauvres n'étaient pas pauvres parce qu'ils ne luttent pas pour être riches ou ils ne luttent pas pour leur survie, non. C'est parce qu'en réalité, il y avait un système qui faisait que certaines personnes s'accaparaient toujours des richesses de ce pays. Et on te dit, oui, il y a tel... par exemple, on a lancé une consultation. Attends, très souvent, on entendait une phrase, hein, est-ce que tu connais quelqu'un? Tu as beau être bon, intelligent, très efficace, quand tu ne connais pas quelqu'un, ça ne marche pas. Et donc, c'était devenu autre chose. Et donc, pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir en tout cas sortir de l'ombre, pour pouvoir nourrir ta famille, il faudrait être soit avec le pouvoir ou tu n'iras nulle part. Et donc, il y avait cette inégalité sociale et il y avait aussi que l'extrême taux de chômage. Et les gens, ils ne veulent pas en parler, mais il faut qu'on en parle. On a combien de jeunes? Aujourd'hui, moi, je dirais que le Burkina est totalement jeune. C'est des jeunes, on est tous assis. Et voilà, on part à l'école, on dit oui, bosser, ça va aller. Les gens, ils bossent, ils gagnent le bac, ils viennent à l'université à Guantanamo, parce que chez nous, c'est Guantanamo, c'est pas l'université, parce que tu vas tout vivre là-bas. C'est là-bas que tu apprends à être un homme à un moment donné, c'est ce que j'aime dire aux gens aussi. On apprend à être un homme à l'université. Donc, Pourquoi? Oui, parce que les conditions de vie à l'université, c'est vraiment grave. Quand tu arrives à l'université, on te dit oui, bonne arrivée. Tu as combien d'ans? Tu dis bon, voilà, j'ai 26. On te dit ok, toi, tu vas rester ici, tu n'auras pas de phonème. Le phonème, le fonds d'aide pour les étudiants qui n'ont pas de bourse. Combien % des étudiants peut-être ont des bourses? Je ne sais pas si ça va valoir 1 ou 2%. Ceux qui sont boursiers, il n'y en a pas. Et donc, on dit oui, on va vous donner le phonème. À mon temps, c'était 130 000. Donc, on donne 130 000 francs à un étudiant pour une année, pour 12 mois. Donc, on divise, peut-être je prends 120 000, on divise par 12, ça fait 10 000 par mois. Tu as Ouagadougou, tu connais personne. Tu dois manger, dormir, tu dois étudier, tu dois te vêtir, tu dois en fait subvenir à tous les besoins avec 10 000 francs par mois. Bon, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Parce que déjà, le riz, ça fait 100 francs midi, 100 francs le soir. Et tu vas venir peut-être à vélo si tu as pu payer quelque chose. L'université, les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a rien de bon pour permettre à quelqu'un de bien bosser. Aucune condition ne permet à un étudiant de bosser aujourd'hui à l'université. Et ça, à ton avis, c'était vraiment dû au régime en place ou bien c'est des conditions plus structurelles du pays? C'est le régime en place parce que pour moi, le régime en place n'a pas fait de l'éducation une priorité nationale. C'est tout. On prend un exemple. On dit oui, l'université de Ouagadougou, c'est cher, ça devient trop cher pour l'État, on investit trop dedans. Mais attends, on a combien d'étudiants au Burkina? Ça ne vaut pas 1% de la population. C'est les étudiants de l'université de Ouagadougou. Ça ne vaut pas 1% de tous de la population burkinabé. Et on dit oui, ça devient cher pour l'État. On dit oui, le restaurant universitaire, on va donner ça à une dame. Ça, c'est des marchés de gré à gré. C'est la même dame qui est au restaurant depuis que nous on est arrivés, elle est toujours là. On dit oui, un plat pour un étudiant, c'est 600. Et l'État subventionne 500 francs et l'étudiant paye 100 francs. Mais tu vas convenir avec moi que si tu vois ce plat, tu sauras que ce n'est pas un plat de 600. Oui. Et tu manges 2 semaines après, tu pars à l'hôpital, au niveau du Sénou. Et on te dit, bon, ouais, vous avez mangé combien de temps? Tu dis, oui, j'ai mangé 2 semaines au restaurant ici. On dit, ah, ok, non, c'est ce que tu as. C'est la flore bactérienne, quand tu vas à l'intérieur du ventre, ça devient autre chose. Il y a beaucoup mal au ventre. On dit, bon, arrête de manger là-bas pendant 1 semaine, ça va passer. Et effectivement, tu arrêtes, tu commences à manger ton benga dehors, ça passe. Et tu reprends encore. Ça, c'est vraiment dur. Et donc, c'est la politique qui ne voulait pas faire de l'éducation une priorité. C'est Blaise Compaoré qui n'aimait pas des élites. Il avait peur des gens qui allaient sortir de l'ombre, qui allaient des intellectuels qui allaient venir remettre en cause son pouvoir. C'est ça qu'il ne voulait pas. Sinon, ça ne coûtait rien de faire de l'éducation une priorité, de bien travailler. Il y a des secteurs clés au Burkina qu'il ne faut jamais oublier. L'éducation, la santé et puis l'agriculture. Ces 3 éléments, il faut beaucoup travailler dedans. Mais à la grande surprise de tout le monde, le secteur prioritaire, c'était l'armée, où on investissait le maximum, parce que c'est l'armée qui pouvait encore le maintenir au pouvoir. Donc il investissait vraiment dans l'armée. Et ça, c'était vraiment mauvais. Et comment on peut expliquer alors de telles inégalités, par exemple, entre les campagnes, entre un producteur qui a déjà du mal à produire assez de nourriture pour sa famille, à atteindre l'autosuffisance alimentaire, et puis des gens, une certaine élite à Ouaga qu'on voit se déplacer en 4x4 flambant neuf. Comment expliquer ces grands écarts de richesse? Non,
peut-être que je ne vais pas rentrer dans la théorie marxiste, mais au Burkina Faso, c'est très simple. C'est le producteur qui est au village aujourd'hui. Peut-être 90% de sa production est consommée par ce monsieur-là qui va rouler les 4x4. Je vous explique un cas très simple. Aujourd'hui, au niveau de presque dans tous les villages, ça n'a pas duré. Avant même la production, avant que les pluies ne commencent à tomber, il y a des producteurs qui sont au village qui ont déjà vendu 30 sacs, 10, 15, 20, 30 sacs de leur production. Un monsieur qui ne sait même pas combien il va produire, combien de sacs il va produire, vend déjà 30 sacs. Pour pouvoir subvenir peut-être aux besoins éducationnels de ses enfants, c'est-à-dire mettre les enfants à l'école et payer les tenues, les uniformes, les habits, les fournitures scolaires pour l'enfant. Et ensuite, peut-être s'il a la chance d'avoir 2 enfants qui sont allés en 6e ou en 5e, il va beaucoup payer aussi. Il faut payer des vélos parce que très souvent dans les villages, c'est pas le CG n'est pas là-bas, il faut aller au chef-lieu de commune. Donc, il faut payer des vélos. Tu vois, ce monsieur, il consomme ce qu'il n'a pas encore produit. Et vous voulez que ce monsieur il soit vraiment autonome un jour. Et ensuite, on dit non, il faut laisser le mil, ne produisez plus le mil, il faut faire coton et sésame. On dit oui, il n'y a pas de problème. La plupart des producteurs investissent maintenant dans le coton et dans le sésame parce que ça rapporte de l'argent. Et on laisse le mil et le maïs à côté. Ensuite, le coton, c'est pas lui, il vend à son prix. Le coton n'est pas vendu sur le marché burkinabé comme ça, comme le mil ou le maïs. On ne peut pas changer le prix du coton. Tu payes des intrants, tu payes beaucoup de choses pour pouvoir produire le coton. Tu mets toute la force de travail du ménage dedans, 30 personnes. Tu investis, je ne sais pas, 2 millions pour ta production, pour la production du coton. On vient, on pèse tout, parce que vous êtes organisé en coopérative, en groupement de producteurs. On va peser, après on va dire, bon voilà, monsieur Ouedraogo, on a pesé et vous allez avoir 2 800 000, toute votre production. Mais tu sais sciemment que les 2 millions, c'est pour la Sofitex. Donc tu as 800 000. La Sofitex, c'est la compagnie cotonnière. Cotonnière, oui, surtout au niveau de la boucle du Mouhou, où j'ai beaucoup travaillé. Et donc la Sofitex prend 2 millions et il te reste 800 000. Tu as 800 000 pour 30 personnes dans un ménage. Tu donnes combien à qui? Sans oublier que le premier fils, il est là pour se marier. Il veut une grosse moto qu'on appelle les SEMA maintenant, parce que tous les jeunes, c'est ça, ils veulent. Il veut se marier, il veut ça. Il y a les femmes des autres enfants, il y a tes propres femmes. Tu dois rémunérer certaines personnes. Les femmes, surtout, il faut payer des primes pour elles. À la fin, tu te retrouves avec 0. Pourtant, tu as plus misé dans la production du coton que dans la production du mil. Et comme tu n'avais pas aussi l'argent, tu as déjà vendu 10 sacs avant même de cultiver ton mil. Malheureusement pour toi, la pluie n'a pas été abondante. Tu te retrouves avec 16 sacs en tout. Tu as déjà vendu 10 sacs, il te reste 6 sacs. Tu vas nourrir une famille, un ménage de 30 personnes avec 6 sacs de riz et de mil ou de maïs. Comment? Tout en sachant que les bons producteurs, ils mangent. Quand tu produis, la force de travail, quand ça sort, on mange aussi pour compenser ce qui est sorti. Et donc, tu ne peux pas vivre avec ça. Donc, il y a une mauvaise politique, peut-être de l'agriculture. On ne met pas l'accent sur l'autosuffisance alimentaire, ou encore moins. Et on dit, oui, vous savez, il faut produire de toute façon, c'est une politique. Moi, je sais que l'année surpassée, on a demandé à des producteurs qui ont dit qu'ils ne vont pas cultiver le coton à Détougou. J'ai été à Détougou pour voir à Massala, qui est à côté de Détougou. Je suis allé voir moi-même. Et les groupements ont dit, si on te voit planter, c'est-à-dire si on te voit même s'aimer des graines de coton, on vient, on arrache tout. Et on a arraché des champs de coton devant moi. Et l'affaire est arrivée à la police. Après, bon, ils ont essayé de gérer à l'amiable. Parce qu'en fait, le coton n'a pas de prix. On dit tout le monde, ouais, cultiver le coton, ça va aller. Après, vous produisez le coton, on vient, on vous dit non, le kilogramme, ça fait 40 francs. Mais tu dis oui, avec 40 francs, tu ne peux pas t'en sortir. Et le problème, on ne fixe même pas le prix du coton avant que tu ne commences la production. On laisse tu produis, on te dit, non, le coton, ça fait 40, le kilogramme, ça fait 40 francs. Tu pèses, tu te rends compte que tu t'en sors pas. Et encore mieux, on envoie une autre variété de coton qui en réalité n'a pas de poids. En fait, tu vois, c'est joli, c'est très beau. Quand on va utiliser pour faire des habits, ça va être vraiment bien. Mais quand tu pèses, c'est très léger.
En fait, le producteur, il compte sur le poids. L'ancienne variété, c'est plus lourd. La nouvelle variété, c'est léger. Il n'y a pas le problème des OGM aussi? C'est ces OGM en fait, c'est c'est le coton génétiquement modifié. C'est ça que les gens veulent. Parce qu'on se dit oui, ça donne du coton de qualité. Et on oublie en fait que le paysan, il compte sur le poids aussi pour pouvoir avoir quelque chose. Donc au finish, on a des champs de coton à perte de vue. Et après, on vient paysan, on se rend compte que bon, le monsieur, il n'a même pas encore pu rembourser le crédit qu'il a. Moi, j'ai vu un père de famille qui n'a pas moins de 68 ans, dans un village qui a pleuré devant moi comme ça. Et j'ai failli pleurer. Parce qu'il a vraiment mis tout son cœur dans le coton. Et il devait encore 62 000 et quelques à la Sofitex. C'est-à-dire qu'on est venu peser son coton. Ça ne valait même pas le prix du crédit qu'il a contracté pour payer ses intrants. Et tu penses que c'est une situation qui est assez généralisée chez les cotonculteurs? Oui, chez beaucoup de cotonculteurs, malheureusement, c'est le cas. Je ne sais pas pourquoi, en fait, on ne cherche pas à résoudre ce problème. C'est encore les gens qui sont devant qui vont dire non, le coton, ça marche bien. Comme si, en fait, ils ne sont même pas au courant de la réalité sur le terrain. La meilleure zone de production de coton, c'est de Dougou. Tout le monde le sait, c'est Solenzo. Ils sont là-bas, quand tu prends la route, tu ne vois même pas de champs de mie. Tout est champs de coton jusqu'à la fin. J'ai trop sillonné la zone, j'ai vu, j'ai dit, mais attends, c'est grave. Non, c'est vraiment grave. On ne mange pas le coton. C'est le mille qu'on mange. Et non seulement on ne mange pas le coton, mais aussi il n'est pas transformé sur place. Oui, le coton, on ne peut même pas transformer. Du moins, face au fourni qu'on avait à Koudougou, ils ont fait tomber ça. On a dit, oui, on va produire et on va utiliser, ça va aller. Tu vois, c'est ça j'aime Thomas Sankara. Thomas Sankara, il a été très réaliste. Il dit, bon, voilà, on produit le coton. Ok, on va consommer notre coton et on va avoir les intérêts de notre coton ici et maintenant. Ma propre maman, elle filait le coton. Elle file et ensuite elle tisse. Ma maman, elle a habillé beaucoup de fonctionnaires à Ouagadougou en son temps. Et je t'assure qu'elle a contribué, sinon que c'est elle qui nous a envoyés à l'école. Mon papa, il travaillait, mais c'est ma maman qui nous a envoyés à l'école parce qu'économiquement, elle se suffisait. Elle filait le coton, elle faisait ça, et les commandes venaient. Sankara a dit oui, il n'y a pas de problème. Le faso d'Anfani, il faut porter. On produit notre coton, on enfile ça ici, on fait des tenues traditionnelles ici, c'est la fierté de notre pays et l'argent reste chez nous. Beaucoup de cotonculteurs s'en sortent en ce temps. Parce que tu vends ton coton à quelqu'un qui sait comment tu as souffert pour avoir ce coton. Mais à un moment donné, on dit ouais. Quand Blaise il est arrivé bien sûr au pouvoir, il dit portez la vie que vous voulez. De toute façon, il y a la Sofitex qui va essayer de réguler cette situation. On dit ouais, produisez, envoyez Sofitex, prend une main en balle et on hors pays. Et après, le producteur, il est assis souvent, je me demande, je dis à un monsieur, je lui dis, est-ce que tu sais peut-être que c'est le coton que tu as envoyé à l'extérieur qui a fait ton pantalon? Il dit non, c'est pas ça. Il dit ça, c'est du nylon. Je dis bon voilà, pourquoi on ne transforme pas ça sur place? C'est tout ça en fait les failles de la politique de Blaise Compaoré. Parce que Blaise Compaoré, il n'avait pas une politique intérieure assez forte. Il était plus ouvert. Blaise Compaoré, je l'ai toujours dit, a été le président de l'Afrique de l'Ouest. Il n'a jamais été le président du Burkina Faso. Il connaissait plus les problèmes de la sous-région que les problèmes qu'il vivait même dans son propre pays. Et c'est ça même qui était chiant. Tu sais, il était à mesure de vous dire exactement le problème qu'il y a au Mali, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Niger. Mais il n'était pas à mesure de te dire sérieusement ce qui se passait dans son propre pays. Et c'était vraiment un monsieur qui était assez sournois parce qu'il n'aimait pas du tout parler. Il y a un problème, tout le monde s'attend à ce que Blaise sorte pour parler à la télé. Il ne va pas parler.